À partir du moment où j'ai été fiché, où Jules Daudet et l'Atlas étaient la même personne, ça m'a enlevé voilà, des barrières. Pour être tout à fait sincère, j'étais très mauvais en dessin, très mauvais en couleur. À la base, ce qui est considéré comme du vandalisme aujourd'hui est considéré comme quelque chose de sacré et d'intouchable. C'est l'Atlas pour Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut l'Atlas, ton vrai nom c'est Jules Daudet Granel. Tu as commencé le graffiti il y a plus de 25 ans, avant de t'orienter vers le street art et le travail en galerie. Tu as développé aujourd'hui un style qui mixe à la fois la calligraphie, le graphisme, le tag et les jeux d'optique, notamment dans des installations et des performances monumentales. Aujourd'hui, tu es l'une des figures majeures du street art en France et dans le monde. Tu as même créé récemment le logo de la marque Fenty pour Rihanna et LVMH. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que tu fais, on va donner un petit exemple à l'écran qui va s'apparaître. C'est une installation que tu as fait récemment à Issy-les-Moulineaux, en 2020. C'est une installation monumentale. Comment ça va ? Bah moi, ça va bien. Écoute, malgré la situation, j'étais déjà entraîné à être enfermé dans mon atelier et à travailler avec un masque. Donc voilà, je suis toujours en quarantaine de mon atelier depuis 20 ans. Donc finalement, ma vie reste à peu près la même, quoi. En plus, vous avez des super masques, vous les gens du street art, avec des trucs pour bien filtrer l'air et tout. Je te demande comment ça va, parce que c'est vrai que l'année a été difficile. Vous avez été nombreux à devoir réinventer un petit peu ce qui se passait pour vous. Actuellement, et dans les jours qui viennent, tu es exposé à une galerie qui s'appelle Arcane, qui est à la fois à Marseille et à Paris. Sur le site de la galerie, il est possible de voir ton exposition de façon virtuelle. Toi, c'est quelque chose que tu faisais déjà, ou tu as dû réinventer la façon de rendre? Non, moi, c'est vrai que je suis plutôt dans le concret, quoi. Je travaille avec mes mains, je crée des objets existants. Donc, je suis moins dans le virtuel que dans la réalité. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « les actions pèsent plus lourd que les mots ». Donc, je suis vraiment dans le fait que c'est les actions qui vont parler plus que moi, même si à certains moments, comme aujourd'hui, je suis obligé de m'exprimer. Mais voilà, je pense que ce que je fais parle de lui-même. Et c'est le cas de le dire. Je viens de dire que les actions pèsent plus que les mots. Et toi, justement, tes actions, c'est de mettre en image des mots, en l'occurrence ton nom. Dans ton art, je l'ai dit en intro, tu mixes la calligraphie, l'art contemporain, le street art. Tu touches à plein de disciplines différentes. Alors, je vais te poser une question extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est être un artiste pour toi ? Je pense qu'être un artiste, c'est savoir se laisser transpercer par des choses et qui nous dépassent finalement. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va essayer de définir avec des mots, mais qui finalement sont des énergies. C'est-à-dire que de manière intellectuelle, personnellement, j'ai compris des choses, j'ai étudié l'archéologie, l'histoire de l'art, j'ai vécu les années du graffiti, je me suis intéressé à des mouvements comme l'art optique, l'abstraction géométrique. Bon voilà, c'est toute la partie consciente, toute la partie... voilà. Mais il y a toute une phase cachée où je dirais que la boîte magique interne va digérer tout ça et va le ressortir voilà, sans... la domination du mental, je dirais, sans le... Voilà. Donc pour moi, être artiste, c'est ça. Et ensuite, pouvoir ressortir toutes ces choses-là de manière physique et de le transmettre, quoi, voilà. Donc finalement, n'être qu'un médium, quoi, voilà, quelque chose par lequel on est transpercé. Je suis transpercé par quelque chose qui me dépasse et je le fais passer. Donc voilà, pour moi, être un artiste, c'est être un passeur, quoi. Depuis quelque temps, tu as dit que l'Atlas, c'était aussi une sorte d'acronyme pour l'art tellurique associé au sens. C'est-à-dire retrouver du sens à toutes ces énergies-là. Oui, mais finalement, c'est vrai que l'Atlas, au départ, c'était mon nom de tagueur que j'ai choisi en 1996. Ouais. Et ensuite, c'est devenu finalement le substrat à une œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais le personnage. Et aujourd'hui, l'Atlas, c'est quelque chose qui est devant moi, que j'ai, à force de méditation et de réflexion sur ce mot, qui est sorti de moi, et c'est le nom de mon œuvre. Et moi, je suis redevenu Jules Daudet Granel. Toi, justement, tu as grandi dans une famille très tournée vers la culture, vers les lettres, vers les arts. Si je ne dis pas de bêtises, tu avais deux grands-pères qui étaient très liés au monde des lettres. Il y en a un qui était philosophe et traducteur, et l'autre qui était éditeur et libraire. Tes parents ont été tous les deux monteurs de cinéma. D'ailleurs, ton père est le monteur attitré de Maurice Pialat et de François Truffaut. Il a eu le César en 2012 pour le film Police de Maïwenn. Une performance
qu'on salue. Le fait de grandir dans cet environnement-là, tu as eu quel genre d'enfance, de jeunesse? On a favorisé ta créativité artistique? Disons que dès mon enfance, je faisais mes siestes dès mes premiers mois au cinéma avec mon père ou avec ma mère. Donc je pense que j'ai été frappé par l'image, par la projection, par la photographie, par le film. Tout le reste de ma famille, soit chef opérateur, soit acteur, soit producteur. Donc j'étais dans un monde où créer, c'est comme respirer, voilà. Mais très fortement axé sur la prise de vue, la photographie, la direction d'acteur, et ensuite, bien sûr, par le montage, donc mettre des images ensemble qui ont différents sens et qui vont en créer un supplémentaire par le fait qu'ils sont collés ensemble. Donc forcément, voilà, j'ai grandi dans un milieu comme ça, assez libre. Mais pour autant, quand j'ai décidé de faire ça assez jeune... Ton père n'avait pas encore le César, en tout cas. Voilà. Mais c'est toujours... disons qu'on est le seul à savoir qui on va devenir. Et que toujours, la société, la famille, parfois même les amis vont semer des doutes. Là où, personnellement, si on n'écoute pas les autres, on va aller droit au but. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça, être artiste, c'est être résistant à la vision extérieure et faire confiance à son ressenti interne, mais sur la longueur, quoi. Pas sur une journée, mais sur une vie, quoi, voilà. Quand tu es adolescent, tu découvres le hip-hop, tu te mets au graffiti, tu fais aussi des études de calligraphie, d'histoire de l'art. Mais ce qui est surtout marquant, c'est que tu pars faire des stages de calligraphie au Maroc, justement dans le massif de l'Atlas. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait d'aller faire de la calligraphie? Pour raconter vraiment le truc, les premiers flashs, c'était le début des années 90 à Paris, avec le début de la culture hip-hop à Paris, avec la sortie de l'album d'NTM, avec John One qui arrive à Paris, avec tout le début du graffiti. Et moi, de manière concrète, ça a été la rencontre avec John One. J'avais 13 ans et j'étais ami avec quelqu'un en commun. Qui est devenu John One, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Américain majeur, un des fondateurs du graffiti. Voilà, et qui est devenu un peintre et qui est aujourd'hui un des plus grands peintres de notre mouvement et un des plus grands peintres, pour moi, vivants sur cette planète. Mais donc voilà, c'était le premier exemple de quelqu'un qui avec rien, qui juste avec la force mentale et la force physique, va arriver à créer une œuvre. Et vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ouais, moi aussi, quand je serai plus grand, je vais être un vandale, quoi. Voilà, mais j'avais 12-13 ans, quoi, voilà. Et ensuite, je me suis mis à taguer. Et ensuite, j'ai rencontré Agnès B, parce que j'avais tagué son camion. Ouais. Voilà, donc on s'est rencontrés. Elle m'a proposé de faire des choses, de faire des vêtements comme celui que je porte. A été la première à m'acheter ma première toile. C'est elle qui a supporté le projet de mes toiles errantes, là, mes 7 toiles qui voyagent dans le monde. On va en parler, ouais. Donc voilà, le chemin de quelqu'un se fait aussi par les rencontres avec les gens qu'il va croiser et par la manière dont il s'identifie à eux pour pouvoir lui-même créer sa vision du monde à travers celle des autres, quoi. Comme si on était une sorte de subjectivité multiple auquel on adhère, auquel notre sensibilité adhère, quoi, voilà. Au début de la période où tu fais du graffiti, forcément, comme c'est une activité de vandale, tu écopes d'amendes. Et à ce moment-là, tu as une idée justement pour éviter d'avoir des amendes. C'est que tu décides de travailler sur le sol, sur des endroits abandonnés. On va tout de suite regarder un extrait d'une vidéo qui date de 2004 avec toi. L'idée, c'est en se baladant, de prendre les mesures de certains murs ou de certains stores et faire une peinture en fonction d'un lieu. Là, je vais en faire une série, plein de lieux abandonnés comme ça, en prenant les mesures et à chaque fois faire une affiche à la mesure. Celui-là, il m'a plu parce que il y a forcément un côté arabisant avec le Dar Djerba, qui veut dire maison de Djerba, restaurant. Hein. Et les formes comme ça, et que du coup, comme moi j'écris en arabe, et que les gens ne le savent pas forcément et pensent que c'est juste des labyrinthes, c'est juste une petite touche ironique. Puis là, c'est plus pour s'intégrer à l'urbanisme, mais se dire, tiens, est-ce que ça a été fait à la main? Alors que ça a été fait à la main, mais est-ce que ça n'a pas été imprimé? Est-ce que ça a été là? Qu'est-ce que c'est? Essayer de jouer sur ce côté subversif d'utiliser l'urbanisme et de rentrer à l'intérieur et de devenir invisible quelque part. Mais celle-là, elle me plaît bien. C'est l'époque où tu es le premier à mixer graffiti et calligraphie. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, tu es allé
au Caire, en Syrie, au Maroc, apprendre la calligraphie arabe. Pourquoi la calligraphie arabe en particulier ? Je me suis intéressé à toutes les calligraphies possibles, mais c'est vrai qu'il y a un type de calligraphie arabe qui s'appelle le koufi, et qui est donc très géométrique, très orthonormé, et qui me permettait, moi, de faire le lien, justement, entre l'écriture et l'architecture. Donc c'était vraiment le moyen parfait de pouvoir croiser ces deux choses, ces deux amours, quoi, voilà. Et donc j'ai passé 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, vraiment 5 années à partir de la moitié du temps dans des pays, également en Chine et au Japon, pour me nourrir de tous les types de calligraphie, et à chaque fois en rencontrant des maîtres, quoi. Donc vraiment hors circuit, en étant que un à un. Et j'ai filmé tous ces gens-là, à la fois dans un désir de documenter, de garder toute cette mémoire universelle de la calligraphie qui disparaît petit à petit, et ensuite de la digérer, de l'imbiber, pour pouvoir la ressortir, mélanger avec l'esprit ultra contemporain du graffiti. Je me rappelle quand tu es arrivé quand tu as commencé à vraiment exploser dans le milieu du graffiti à Paris, on te comparait un peu à Sangoku dans Dragon Ball, parce que tu avais le pouvoir de base du graffiti classique, entre guillemets, du vandalisme à Paris. Et c'est comme si tu étais parti dans des salles du temps, apprendre d'autres techniques, progresser et faire la synthèse de plein d'influences. Avec les calligraphies arabes, chinoises. On a aussi dit que tu avais fait beaucoup de travail graphique sur l'esthétique, l'orthonormage des logos purs, et que tu avais fait la synthèse de tout ça. Et justement, les gens du graffiti à l'époque, je rappelle, étaient impressionnés par ça, d'autant que ça se distinguait à une époque où tous les graffitis étaient très ronds et très colorés. Toi, tu avais quelque chose de très géométrique en noir et blanc. Bien sûr, après, pour être tout à fait sincère, j'étais très mauvais en dessin, très mauvais en couleur. Donc voilà, toujours, je pense que le style de quelqu'un se développe par la connaissance qu'il a lui-même de ses atouts et de ses défauts, quoi, voilà. Et puis, comme évidemment, il y avait toute cette culture américaine qui était ultra colorée, ultra figurative, avec des b-boys, c'était un moyen aussi de se faire remarquer, voilà, d'avoir le noir et le blanc au milieu de cette mer de couleurs. C'était une manière de sortir du lot, quoi, voilà. Et puis de parler de ça aussi, c'est-à-dire que finalement, cet art du geste existe depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose qui vient de naître, mais je pense qu'aucun artiste n'invente rien. En 2008, tu changes d'échelle et tu fais une installation monumentale à Beaubourg, avec 500 gamins, qui crée une de tes labyrinthes boussoles sur le parvis. On voit à l'écran des images de l'installation. Est-ce que c'est pas frustrant de faire une œuvre éphémère ? Disons que ce qui permet de ne pas être déçu par le fait qu'elle soit détruite, c'est justement la présence de ces vidéos qui, elles, les rendent éternelles, entre guillemets, quoi. Donc j'ai toujours, venant d'une famille qui travaille dans le cinéma, posé une importance réelle sur l'archive elle-même. Donc d'où, voilà, je fais des photos depuis que j'ai 9 ans, de tout ce qui se passe tous les jours, que ce soit familial, artistique. Et ensuite, ces vidéos sont créées à partir de photos. Des timelapses. Voilà, ce sont des timelapses. Donc j'ai comme ça une obsession de l'archive et de recréer mon trajet, si bien que quelque part, que ce soit détruit le jour même ou dans 100 ans, à l'échelle du temps de l'humanité, il n'y a pas une grande différence. Tu viens de dire de garder ton chemin, justement, la figure, ça représente une boussole. C'est un des projets que tu as mené aussi depuis le début de ta carrière. On va regarder un autre extrait aussi de cette vidéo de 2004, dans lequel tu as installé des boussoles dans les villes, notamment à Paris. Les gens s'en souviennent peut-être. J'aime bien faire des boussoles à la sortie des métros. Parce que souvent quand tu sors du métro, tu es complètement paumé. Et du coup, c'est vraiment utile. Pour lire, à chaque fois, il faut se détourner d'un quart. Celui qui est tout seul, qui est détaché, c'est le L. Ça, c'est le A. Ça, c'est le T. Là, si tu tournes encore, tu as encore un L ici. L, A, T, L, A. Le S comme ça. C'était du street art complètement légal, puisqu'il y avait un flou juridique dessus. Donc le fait d'avoir un truc légal, ça te permet de faire une chose qui est impensable pour les autres street artistes, c'est de le faire à visage découvert et de parler avec les passants. En fait, je me suis fait arrêter par la police aux frontières en 2001, en septembre 2001, suite à l'exposition qui avait lieu chez Agnès B, où voilà, ils ont arrêté à peu près tous les taggeurs, graffeurs parisiens.
Et c'était à ce moment-là où, du coup, il y avait déjà, c'était la naissance de ce qu'on appelle le street art aujourd'hui, donc d'une réflexion de comment investir l'espace public avec d'autres outils et d'une autre manière comportementale que celle du graffiti vandal avec une capuche et de cacher son visage. Donc à partir du moment où j'ai été fiché, où Jules Daudet et l'Atlas étaient la même personne, ça m'a enlevé des barrières et qui m'ont permis de pouvoir passer à une autre étape, à savoir celle de faire les choses toujours de manière non autorisée, mais à visage découvert et de jour. Et finalement, je ne me suis plus jamais fait arrêter. Donc finalement, c'était une manière d'accepter et d'assumer ce que je faisais. Et ensuite, quand je me suis mis à faire ces boussoles, j'avais vraiment le désir de créer comme ça, toujours avec l'essence du graffiti. Il y a toujours écrit l'Atlas, caché, de manière cachée, ce cryptogramme, etc. Mais d'être quelque chose d'utile. C'était pour la raison pour laquelle j'étais réellement orienté, réellement placé à des endroits où on avait besoin de se repérer dans la ville. Et donc c'était une perche vers la mairie de Paris, vers les villes, en stipulant qu'il y avait quand même un manque au niveau de la signalétique piétonne, que toute la signalétique d'une ville est dirigée aux gens qui sont dans des automobiles. Et finalement, c'était il y a 20 ans, et c'est un peu ce qu'essaye de faire Anne Hidalgo aujourd'hui. Donc, toujours aujourd'hui, je pense qu'on devrait installer des boussoles sur tous les lieux, sur tous les sols de Paris, dans toutes les villes. Voilà. Donc, c'est un appel. C'est marrant que tu évoques ça parce que justement, en 2000-2001, la mairie de Paris a effacé quasiment la totalité des graffitis qui étaient là dans la ville. Et aujourd'hui, au contraire, il y a une forme de reconnaissance des street artistes. Il y a la mairie du 13e qui a commandé des œuvres monumentales à plein d'artistes. On a vu, toi, en intro, à Ici, tu as fait une grande installation. Il y a Banksy qui a peint la porte du Bataclan qui a été protégée. Il y a des invaders qui sont protégés quand il y a des chantiers. Comment, toi, tu vis ? Quel est ton regard sur cette évolution de la perception du street art dans les grandes villes ? Disons que moi, je travaille à ça depuis le début, c'est-à-dire de changer le regard sur une chose qui est toujours la même. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui est considéré comme du vandalisme aujourd'hui est considéré comme quelque chose de sacré et d'intouchable. Donc évidemment, je suis pour. Et je suis content qu'aujourd'hui, d'avoir existé dans la proto-histoire de ce mouvement. En me méfiant aussi du retour de médaille de tout ça. Mais de toute façon, j'ai toujours une sorte de relativité par rapport à ce qui se passe dans le temps. Bien sûr, on protège les choses, mais on sait que de toute façon, tout va disparaître. Donc encore une fois, que ce soit effacé aujourd'hui, dans 100 ans, dans 200 ans, ça ne change rien. Je pense que ce qui compte, c'est l'action elle-même. Et c'est le sens de l'action. Tout restera toujours éphémère. On va justement regarder, toi, comment tu mènes tes actions. Tes tableaux, maintenant que tu exposes en galerie, là aussi, tu travailles encore beaucoup avec le gaffeur. Donc le gaffeur, c'est ce scotch qui est utilisé au cinéma ou en télévision. En fait, le gaffeur, je l'utilise spécialement pour le bitume, parce que la colle se fond et il fait partie du bitume. La colle se cautérise et le gaffeur rentre dans le bitume. Et quand je travaille sur des formats en bois ou sur des toiles ou sur du métal, j'utilise un scotch en amidonnerie qui est très fin et qui me permet d'avoir une tranche parfaite et de pas que la colle ne se dépose pas sur le support d'en dessous et plus facile à découper, plus fin. Et donc, quand on te voit travailler, en fait, on se rend compte que ce que tu peins beaucoup, en fait, c'est l'espace négatif, c'est-à-dire le vide, et que quand on enlève le scotch, c'est la forme qui apparaît. Je travaille sur les deux, quoi. En tout cas, je travaille sur le vide et le plein, sur la forme et la contreforme. Après, il y a des tableaux où l'espace va être égal au plein, d'autres qui sont plus calligraphiques, où la lettre va prendre 3/4 et l'espace 1/4. Donc voilà, je joue avec ces choses-là. Et c'est-à-dire que même quand on compose une forme, on compose le plein d'une forme, on regarde le vide pour voir si la forme est parfaite. C'est le principe de la calligraphie chinoise. Enfin, de toutes les calligraphies, de toute forme picturale, il faut regarder le vide une fois qu'on a fait quelque chose. Et c'est une vraie philosophie. Et toi, justement, tu dis que ta pratique, elle s'accompagne beaucoup d'une philosophie, d'une introspection. Le labyrinthe, c'est souvent aussi un symbole d'une quête au plus profond de soi-même. La calligraphie, c'est une vraie philosophie. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté psychologiquement ou mentalement, cette pratique de la peinture ? Disons que la pratique elle-même de la peinture et de l'art est salvatrice au quotidien, parce qu'elle donne un sens à sa vie tous les jours.
Et après, de manière plus, je dirais, sociale ou politique, elle m'a permis de trouver une place dans la société. Pour moi, l'utilisation du labyrinthe était plus la métaphore du système, de l'État, de ce qui domine, et dans lequel les petits citoyens sont à l'intérieur en train de se perdre. Et la boussole était plus l'image de chaque personne, de la boussole interne, et qui est là pour aider à se repérer dans ce labyrinthe. Donc voilà pourquoi j'ai mélangé un peu ces deux symboles, et qui étaient un peu, du coup, la métaphore de mon trajet, de la manière dont, avec rien du tout, avec un rouleau de scotch, j'ai réussi à me tracer un chemin et à pouvoir me déplacer dans le monde pour donner une vision, pour donner ma vision, la vision par laquelle j'étais transpercé au reste du monde, quoi, voilà. Aujourd'hui, on l'a dit, tu fais des œuvres sur des formats traditionnels, tu fais aussi des œuvres monumentales. Est-ce que quand on commence par du vandalisme, la plus grosse réussite, c'est pas justement d'être au final payé par des institutions pour faire des pièces monumentales que tout le monde voit et qui sont intouchables? Disons que le fait de travailler dans la rue était un raccourci dans le labyrinthe, était une manière d'aller droit au but, d'aller à la fin du chemin, à tout de suite dire ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que moi, j'étais frappé par le graffiti, mais aussi par le land art, par des gens comme Christo, comme Gordon Matta Clark, qui tout d'un coup vont transformer un lieu en un état d'esprit, en une idée. Et je trouvais ça absolument transcendant, quoi. Donc voilà, je pense que ce genre de choses, ce qu'on appelle aujourd'hui du street art, mais pour moi c'est aussi du land art, c'est une continuité historique qu'on manifeste nous-mêmes par l'entendement et la compréhension de toute cette histoire. Mais encore une fois, c'est une continuité. Il n'y a pas d'un côté le street art, de l'autre le land art, de l'autre le graffiti. Tout ça est un seul et même champ unifié dans lequel nous, les artistes, on se balade. Le monde dans lequel tu te balades aussi, c'est celui des marques, la publicité. Tu as fait une énorme collaboration avec une marque d'eau gazeuse en 2015. Je l'ai dit aussi en introduction, c'est toi qui as designé le logo de Fenty, la marque de Rihanna. Justement, en tant que quelqu'un qui a eu une vision sur l'urbanisme, le rapport de l'insertion de la publicité dans l'espace urbain, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui? Quelle place doivent occuper les marques dans nos vies et dans nos villes, surtout? Non, mais pour recommencer à la base, je pense que la naissance du street art, c'est-à-dire à la fin des années 90, début 2000, a été liée au fait que toute une génération s'est mise à observer la manière dont les grandes marques utilisaient l'espace public pour faire de la publicité. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, le mot devenait un logo et que la lisibilité du mot devenait secondaire, mais qu'il fallait que, par contre, ce logo, comme le logo de Click, soit imprimé, reconnaissable, pour être imprimé de manière, dans l'inconscient collectif de manière stable et récurrente. Et il y a toute une génération comme Zeus, Invader, Stack, Honnête, tous ces gens-là qui avaient compris cet état d'esprit et qui l'ont récupéré. Voilà. Donc la naissance de tout ce qui s'est passé depuis 20 ans a été du coup d'utiliser la force de pensée du capitalisme en l'utilisant à l'intérieur d'un procédé artistique. Et on ne fait ni plus ni moins la même chose. Donc nous, on s'est nourri de ça. Et ensuite, quand ce mouvement est né, les marques sont aperçues que nous, on avait détourné cette chose-là et sont revenues vers nous pour nous dire, là, on a besoin de vous, pour nous aider à votre tour, pour renvoyer la force. Donc voilà, c'est-à-dire que l'un utilise l'autre, il n'y a pas vraiment de frontières. Je veux dire, les graphistes qui travaillent pour Perrier, c'est des gens comme nous. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, encore une fois, entre les marques et les mouvements artistiques. C'est la même chose, ce sont les mêmes gens qui sont des deux côtés. Tu as mentionné le logo de Click il y a 2 minutes. Est-ce que je peux te tendre une feuille avec un marqueur et de faire un logo Click ou une écriture Click dans le style que tu veux? Je peux faire un tag Click, bien sûr. Quoique le Q est vraiment une lettre de merde en graffiti. J'en mets, merci. Depuis une 12aine d'années, il y a un projet, tu as réussi à accomplir beaucoup de projets et d'objectifs que tu avais en tête. Et il y a un projet que je t'entends évoquer depuis une 10aine d'années, c'est l'envie de créer un musée labyrinthique dans les Pyrénées.
Pourquoi les Pyrénées? Ouais, Pourquoi alors, ce musée? ça peut être dans les Pyrénées, ça peut être ailleurs, parce que bon, moi je suis né à Toulouse et donc toute une partie de ma famille maternelle est proche des Pyrénées, donc c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Mais en disant les Pyrénées, c'est plutôt de créer un musée dans un espace rural, quoi, enfin, en dehors de la ville, quoi. Et justement pour faire le lien avec le land art, pour faire le lien avec l'archéologie, avec la topographie. Je me suis inspiré aussi beaucoup, quand je faisais archéologie, des relevés topographiques des temples comme Teotihuacan. Et cette boussole-là, elle est vraiment directement calquée sur le plan de Teotihuacan. Donc cette idée de créer un musée et dans lequel on pourra déambuler fera prendre son sens à la dimension labyrinthique de mon œuvre. Et que du coup, on puisse se déplacer mentalement et physiquement à l'intérieur de mon œuvre serait la réalisation ultime, quoi. En 2008, tu as sorti un livre qui s'appelle « D'un monde de l'autre ». La conclusion de ce livre, c'était « À tous ceux qui résistent encore ». Tu parlais de ceux qui résistaient à quoi? Et est-ce qu'il y en a encore beaucoup en 2020? Alors là, j'ai la bonne réponse. Enfin, je pense, pour moi, quoi, c'est résister au rêve du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a le rêve personnel, ce que chacun a en lui quand il est enfant. Et puis ensuite, le poison de la société, quoi, qui commence par le mimétisme à l'école, etc. Ouais. Et du coup, de suivre des chemins prédéfinis qui pourra du coup empêcher les rêves personnels de se réaliser. Donc c'est résister au rêve du monde. Merci l'Atlas. Tu es toujours exposé aux galeries Arcane, Ouais. virtuellement et en vrai. Chez Géraldine Sbero aussi, à la galerie Peraya, à la galerie Lélia Meurdo à Paris. Merci l'Atlas. On va suivre Merci tout ça. Click. À très bientôt. À la prochaine. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. I gotta stay in my zone.